Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire trimestriel. Donc voilà, on a maintenant l'habitude de faire ce webinaire tous les trimestres. Donc j'ai l'honneur de participer, de présenter ce webinaire avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur notre webinaire trimestriel. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il y a beaucoup de choses à dire évidemment et on est là aussi pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, posez un maximum de questions pour qu'on puisse y répondre. Voilà, puisqu'effectivement, comme c'est un webinaire, on est en live et donc vous pouvez poser vos questions. On va tenter d'y répondre, évidemment. Et donc là, on a déjà entamé le quatrième trimestre, puisque nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2025. Et donc le thème en fait de ce webinaire, c'est entre instabilité et euphorie. Que nous réserve la fin d'année sur les marchés financiers, puisque on peut dire qu'il y a de l'instabilité un peu partout, que ce soit politique, géopolitique, même sur les marchés financiers, économie. Et on a de l'euphorie, évidemment, sur les marchés boursiers. On va y revenir, évidemment. Alors, le thème, avant toute chose, le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité pour vous dire que cette communication ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. On vous laisse la lire si vous le souhaitez. Alors, on va démarrer. Donc, voilà, nos experts. Donc, Antoine Tressoulier, chef analyste Itoro, et Marc Toiti, qui est conseiller économique Itoro France et président du cabinet AC Défi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, évidemment. Le sommaire. Alors, évidemment, perspective pour la croissance mondiale. On a vu que, eh bien, on a finalement une croissance qui est légèrement supérieure à ce qui était prévu, mais une croissance qui est quand même en berne. La France, bien évidemment, on va y revenir, puisque la crise politique va nous coûter très cher. Marc, tu vas nous détailler ça, évidemment, avec cette instabilité, comme on disait dans le titre, instabilité à tous les niveaux. États-Unis, Chine, match du siècle pour la troisième partie, puisque on a vu que on a un redémarrage des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Et pour finir, les marchés boursiers, la hausse va-t-elle se poursuivre? Puisque là, on reste sur 6 mois de hausse. Et on a vu d'ailleurs que aujourd'hui, le CAC 40 a encore dépassé ses anciens sommets depuis 8 mois. Et donc, on va y revenir. Mais on démarre par quelle perspective pour la croissance mondiale? Et je te laisse la main, Marc. Ah oui, évidemment, donc on a un programme particulièrement chargé. C'est vrai qu'on le voit, hein, les marchés sont euphoriques. Donc, ils font fi de toute l'instabilité, tous les dangers qui sont là. Bon, on voit que le FMI, il y a 2 jours, a lancé quand même un avertissement en disant qu'il y a peut-être des anguilles sous roche, hein, peut-être des éléments qu'on ne voit pas forcément. Mais c'est vrai qu'on va commencer comme ça. Pour l'instant, nous avons donc révisé à la hausse notre prévision de croissance mondiale. C'est vrai qu'on était plutôt sur 2,5%. Et donc, ça y est, on est maintenant sur 2,8%. C'est notre toute nouvelle prévision pour cette année. Une croissance qui devrait d'ailleurs être à peu près identique pour l'année prochaine, autour des 2,8 à 3% au niveau mondial, hein, bien entendu. Donc, comment on voit ça? Là, je vous ai mis effectivement l'indicateur dans ce premier Pardon. graphique des Hmm. directeurs d'achat, où on voit effectivement que finance, ça résiste bien. On est sur un niveau donc de 52,4 sur l'indicateur des composites, hein, donc tout secteur confondu au niveau mondial. Donc, je vous rappelle l'enquête. Il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en dessous ça c'est la baisse de l'activité. Donc là on est finalement sur une croissance assez forte, assez sympathique, c'est pas l'euphorie hein, bien entendu. Donc ça confirme à peu près donc ces 2,8% de croissance. Donc on révise à la hausse notre prévision. Alors pourquoi révisons à la hausse? Notamment grâce à l'Inde. Hmm. Les États-Unis, effectivement, on était en phase avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est le retour des 2% de croissance. Et également la Chine, qui va un peu moins mal que prévu, donc qui va un peu mieux, on va dire, voilà, pour pouvoir le verre à moitié plein. Et donc voilà, c'est ce qu'on voit sur les graphiques suivants. Je vous ai fait donc le détail des pays qui se comportent le mieux au travers des directeurs d'achat, donc selon les indicateurs, donc encore une fois, de ces directeurs d'achat, indicateurs composites, donc tout secteur confondu. Donc on va voir ça dans le détail. Après, je vous présenterai mes prévisions, donc pays par pays. Donc déjà, voilà, donc encore une fois, ça c'est les pays où tout va bien, entre guillemets, donc on est au-dessus largement des 52. Donc d'abord l'Inde, hein, bien entendu, on est sur des plus hauts depuis juin 2025, qui étaient même des plus hauts depuis une quinzaine d'années. On a ensuite l'Arabie Saoudite et surtout Singapour. Singapour qui est quand même souvent une sorte de locomotive, entre guillemets, un bon indicateur avancé pour la croissance mondiale. Et là, oui, on est en plus haut depuis septembre 2024. Ensuite, les Émirats arabes unis qui avaient connu un petit trou d'air, ça va un petit peu mieux.
Et l'oncle Sam, États-Unis, Mm. ça ralentit un petit peu, c'est vrai, en septembre 2025, mais on reste voyez, largement au-dessus des 53. Donc ça reste plutôt positif avec une croissance autour, on disait tout à l'heure, de 2%. Ensuite, on a l'Espagne, l'Australie également, qui ralentit tout de même l'Australie. Hein, c'est un peu moins bien que le mois dernier, mais néanmoins, ça résiste bien. Donc, ouais, tout ça participe à réviser à la hausse notre prévision de croissance mondiale. Si on va sur le tableau suivant, on descend un petit peu sur l'échelle de la croissance. On va retrouver notamment la Chine qui, effectivement, ça c'était la bonne surprise du mois de septembre. On le voit là. Au mois d'août, on avait un indicateur de 51,9 et là on est à 52,5. Donc un plus haut depuis juin 2024 tout de même. Donc c'est quand même pas mal, même si la Chine ne va pas connaître une croissance de 7%, mais on sera tout de même au niveau des 5%, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et donc on retrouve l'indicateur monde. Après, ben, on passe un petit peu en dessous, évidemment, Mm. on a l'Irlande. L'Allemagne également, c'est la bonne surprise dans du mois de septembre. L'Allemagne qui allait très mal. Et puis là, depuis 2 3 mois, ça va un peu mieux. Vous voyez, indicateur de 52. Donc, vraiment, c'est une croissance plutôt forte pour l'Allemagne pour la fin d'année. Donc, pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit, mais c'est vrai que c'est plutôt un bon indicateur avancé. On a ensuite l'Italie qui résiste bien, ça se stabilise au mois de septembre. Le Japon ralentit un peu, mais on est loin également de la récession. Et la zone euro, regardez bien, un plus haut depuis mai 2024. Donc, c'est Mm. quand même pas rien. Donc, ça veut dire que la zone euro va mieux. Elle est tirée notamment par l'Allemagne. Par contre, évidemment, il y a quand même les pays qui tirent le monde vers le bas. Afrique du Sud, et également Royaume-Uni qui déçoit. C'est vrai que depuis quelques mois, le Royaume-Uni va un peu moins bien. On a des chiffres très très moyens, que ce soit sur l'activité industrielle, sur le chômage. Et évidemment, ce sont les mesures de politique économique avec une augmentation des impôts qui ont été décidées donc, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc on voit que la croissance ralentit très nettement, un plus bas depuis avril dernier. Donc 50,1, mais on est à la frontière entre la croissance et la baisse de l'activité. Et si on regarde un peu plus bas, alors là, on a les 4 pays, les seuls Les, 4 pays qui sont en phase de les récession, lanternes rouges. la lanterne rouge, et surtout en phase de récession, c'est-à-dire sous la barre des 50. Il n'y a que 4 pays qui sont sous la barre des 50. Et malheureusement, on en fait partie, nous les Français. Donc on a la France, 48,1, la Russie, le Canada et le Brésil. Le Brésil, c'est quand même la mauvaise surprise de cette fin d'année. On voit que le Brésil, là aussi, des mauvaises politiques économiques, malheureusement pour eux, avec parallèlement, donc c'est la lanterne rouge. Avant, c'était le Canada. Donc les Brésiliens ont pris la place du Canada, une place très peu enviable, hein, j'ai envie de dire. Mais on voit bien que finalement, ce sont ces pays-là qui tirent à la baisse la croissance mondiale. Mais malgré cela, comme la Chine, l'Inde, les États-Unis vont pas trop mal, vous-même bien, eh bien, ça soutient l'activité économique. D'où nos prévisions de croissance. Hein. Je vous ai fait ensuite voilà, en termes de graphique, on voit aussi Mm. la croissance mondiale, donc 2,8%. Je vous rappelle que la croissance moyenne de 1980 à 2024, c'est 3,5%. Donc là, on est en dessous de la moyenne. Hein. On était déjà l'année dernière à 3,2. Et pour le moment, vous voyez, on va aller sur un niveau de 2,8 pour 2025. Un niveau qui sera à peu près le même en 2026, autour des 3% de croissance. Ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer, bien entendu, au niveau des droits de douane, hein, bien entendu, où ça limite là aussi l'activité économique. Mais pour l'instant, on voit que ça résiste bien. Et donc, dans le détail de nos prévisions, je vous ai fait un petit tableau synthétique avec, évidemment, pour le moment, le pétrole qui continue de baisser, donc ce qui soutient l'activité économique. C'est pas aussi non plus très bon signe, parce que quand le pétrole baisse, ça montre qu'il y a également des dangers sur l'activité économique, parce qu'il y a un ralentissement au niveau mondial, même si là, on voit que ça va pas si mal que cela. Mais tout de même, le baril qui baisse, ça, vous voyez que ça limite l'inflation mondiale, donc ça maintient la croissance, voilà, autour des 2,8-3% au niveau mondial. C'est donc quand même, encore une fois, une bonne performance. Donc, dans le détail, je fais un petit tableau justement pour synthétiser un petit peu tous ces pays, ce que font tous Mm. ces pays. Donc, on voit bien donc, le comparatif entre 2024 et 2025. Évidemment, les États-Unis ralentissent. On était à 2,8, on passe à 2% pour cette année. Ensuite, on a la zone euro, c'est quasiment inchangé, autour des 0,8-1% de croissance. L'Allemagne, donc on vient de le voir, qui va un petit peu mieux. Et puis malheureusement, la France qui ralentit. Je pense qu'on va avoir des mauvaises surprises au troisième et au quatrième trimestre. On en parlera tout à l'heure avec certainement des baisses du PIB. Il faut savoir que sur le premier semestre, le PIB français a baissé hors stock. C'est-à-dire que si on enlève les stocks, ce qui est évidemment une variable d'ajustement, le PIB français a baissé très fortement, de quasiment 0,9%, donc c'est énorme. Hein. Mais comme on a une formation de stock énorme, bizarrement, eh bien on a quand même encore une croissance, mais on pourrait avoir un effet de correction
au second semestre, nous, ce prévision de croissance très faible, voilà, 0,4, peut-être 0,5% dans le meilleur des cas. L'Italie, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas non plus l'euphorie, mais tout de même, voilà, il se rapproche des 1% de croissance. Le Royaume-Uni, on en parlait tout à l'heure, voilà, c'est pas génial, autour des 1%, on s'attendait à mieux, c'est vrai qu'on a un petit peu révisé à la baisse sur le Royaume-Uni, donc c'est pour on va dire, les pays Europe et États-Unis. Et de l'autre côté, donc du côté du monde émergent, on a évidemment la Chine. Ben là, on a révisé à la hausse, hein, vous voyez, on était plutôt autour des 4,5. Compte tenu des bons chiffres, notamment du commerce extérieur, on va en parler tout à l'heure, on est sur 5% de croissance. Donc en Chine, c'est plutôt un bon chiffre, hein, finalement, malgré tout. Donc ça, c'est ce qui nous a amené notamment à réviser à la hausse le prévision de croissance mondiale. Sur l'Inde, voilà, on est autour des 7%. Là, il y a écrit ici, mais on est autour des 7%. Donc c'est quand même pas mauvais. Le Japon, 0,7%. Bon, la Russie, évidemment, l'effort de guerre avait porté la croissance, mais là, on voit que c'est en train de ralentir. Et le Canada, toujours croissance très molle. Je vous l'ai mis pour nos amis suisses, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas non plus l'euphorie en Suisse. Donc voilà un petit peu, si vous avez des questions, on pourra rentrer dans le détail. Donc ça, c'est pour 2025. Et Mm. pour 2026, on va continuer sur cette tendance avec une croissance mondiale autour des 3%. Donc vous voyez, c'est ce qui permet justement quand même malgré tout, pour les marchés boursiers, de rester plutôt favorable, hein, puisque ça veut dire qu'on a quand même une activité mondiale qui est bonne, donc ça veut dire des profits qui vont rester sympathiques. Donc voilà, c'est pourquoi aussi les marchés boursiers sont bien portants. C'est pas l'euphorie, mais bon, 2,8% de croissance mondiale, c'est quand même une bonne performance. On évite la Bérésina. Le gros Mm. problème, ça reste malheureusement toujours l'Europe, Mm. et notamment la France, qui est donc voilà, l'une des lanternes rouges de la croissance mondiale. Oui, effectivement, c'est un rehaussement, mais c'est pas non plus faramineux. Donc merci pour cette partie. Alors pour l'instant, on a des questions, mais qui correspondent pas à la partie. C'est plutôt sur l'or, mais on va y revenir par la Ah suite, ouais, parce oui, qu'on bien va en sûr, parler. c'est prévu, parce que c'est Et vrai je que pense, oui, oui, l'or, on va évidemment en parler parce que c'est prévu, hein, voilà, il faut ça nous- garder un peu le suspense, hein, mais c'est vrai qu'on va parler de l'or, bien entendu, ouais. sachant que c'est un petit peu là aussi la surprise. C'est vrai que nous-mêmes, on avait annoncé ici même, hein, que l'or allait continuer d'augmenter, mais là, ça atteint des niveaux On en, assez fous. on en Euh, parle depuis un an quasiment ah oui, à mais bien chaque sûr. webinaire, à chaque podcast et effectivement ça ne s'arrête pas de monter. Donc c'est vrai que là on se dit est-ce que alors j'aime pas trop utiliser ce mot pour l'or, mais est-ce qu'on n'est pas dans une bulle aussi sur les prix de l'or vu la vitesse et l'ampleur que ça prend. Mais Ça va effectivement très vite et surtout hmm, c'est en déconnexion avec la bonne santé voilà, de l'économie mondiale qui est quand même pas hmm, mauvaise. L'inflation également, bon, elle reste élevée mais elle reflue quand même au niveau mondial. On a également donc les marchés boursiers qui sont bien portants. Donc le fait d'atteindre des sommets historiques, alors on peut l'expliquer bien entendu, c'est lié au fait qu'également les banques centrales achètent beaucoup hmm, d'or. Mais globalement, plus fondamentalement, c'est tout de même cette valeur refuge que représente l'or. Donc c'est-à-dire que les investisseurs se disent bon, ben, finalement, ça va pas si mal que ça, mais on se rend bien compte qu'il y a peut-être une bulle sur les marchés boursiers. Et hmm, donc, à partir de là, peut-être gardons une poire pour la soif. Enfin, c'était notre argument depuis déjà des années. Et ouais, ça a bien marché, c'est vrai. Mais pour tout vous dire, bon, là, ça devient. On est à hmm, plus de 4 200 $ l'once. C'est des chiffres complètement fous, quoi. Donc, c'est vrai que hmm, ça devient non maîtrisable. Et donc, c'est ouais. ce qui également est un petit peu inquiétant. Mais bon, globalement, il y a certainement un risque qu'on ne veut pas voir. Est-ce qu'il y a un risque de guerre également au niveau mondial? On ne sait pas. Pour l'instant, ça devrait se calmer. Mais bon, c'est ce qui fait que les marchés sont en train de miser quand même sur l'or parce qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Et alors, moi, Faut quand ça me même, fait la transition avec la deuxième partie. faut quand même rappeler que les prix de l'or étaient à 3 000 $ au mois de juin. Mais oui, Donc tout à fait, on tout à est quand fait. même juin 3 000, 4 000 au mois d'octobre, ça va quand même très vite. Donc Mais faut surtout faire qu'on attention. on le voit hein, quand on se voit Mm. dans nos podcasts tous les Mm. 15 jours. À chaque fois, on dit voilà, on a atteint un nouveau record. Donc maintenant, Ouais. chaque semaine, on atteint un nouveau record. Donc des fois, Mm. habituellement, il y a des phases de respiration où ça Voilà. se calme un petit peu, ça repart à la baisse. Ah non. Mm. Et on verra tout à l'heure le graphique de l'or, Mm. c'est une ligne droite. Ouais, C'est exactement. assez incroyable, tu vois. Donc Ouais. c'est vrai que bon, des fois, il faut être honnête. Hein, il y a des mouvements qu'on ne maîtrise pas. Donc Mm. voilà, d'un point de vue économique ça reflète une inquiétude majeure, cette flambée de l'or, mais qu'on ne voit pas Mm. pour l'instant dans les fondamentaux économiques. Peut-être qu'il y a des risques qu'on ne connaît pas, qui vont peut-être arriver demain, Euh, que certains connaissent. Toujours est-il que cette flambée de l'or, tout de même, elle est sympathique pour ceux qui, comme nous, avaient misé mm. sur l'or il y a quelques années déjà, mais elle n'est pas forcément bon signe, puisqu'elle montre qu'il y a des risques, peut-être Mm. que les marchés, notamment boursiers, ne prennent pas en compte. Alors, De ça, un de ces...
On va y revenir, Marc. Bien De sûr. toute façon, on va revenir dans la troisième partie. On en parle, mais là, on va parler de la France, justement, Oui, la crise politique en France. C'est vrai que on se croirait dans un feuilleton, un petit peu une série télé, une mauvaise de série B, où en fait, on voit quel sera le nouveau gouvernement, voilà, etc. Donc, bon, qu'est-ce que, voilà, on va en parler. c'est vrai que ça pourrait être aussi un risque. C'est que la Hmm. crise politique française pourrait déraper au niveau de la zone euro, et donc là, ça pourrait justifier la montée de l'or. Mais bon, pour l'instant, ça semble se calmer. C'est-à-dire que, comme tu l'as bien dit, voilà, on a eu la semaine dernière le plus court gouvernement de l'histoire de Hmm. France, hein, Ouais, 14 heures, voilà, ouais. pour le gouvernement. Et puis après, donc, M. Cornu devait repartir. Finalement, M. Macron a dit non, non, mais non, restez, je vous donne une deuxième chance. Bon, donc il a pris la deuxième chance, où globalement, ben, il n'avait pas genre, normalement cette chance qui allait se jouer. Et donc là, coup de théâtre, il suspend la réforme des retraites. Et donc ça permet évidemment au Parti socialiste, on l'a vu aujourd'hui, de ne pas voter la motion de censure. Donc le gouvernement de Cornu reste en place. Alors pour quelle politique, on va voir tout de suite, bien entendu, mais ça n'exclut pas le fait que la crise politique, elle est toujours là, bien entendu. Alors d'autant que malheureusement, on a des chiffres d'activité qui sont assez catastrophiques. Donc là, je vous ai mis les derniers chiffres de la Banque de France. Voilà, sur les défaillances d'entreprises. On est donc sur un nouveau sommet historique, hein, plus de 67 000 sur donc défense d'entreprise sur 12 mois. On le voit ici, c'est un 5,8% au-dessus du sommet d'avril 2015. Donc c'est pour montrer que ça va quand même très mal. Alors c'est sûr qu'on a un facteur d'ajustement parce qu'il y a eu beaucoup de créations d'entreprises, qui étaient des entreprises, notamment des micro-entreprises, qui n'étaient pas forcément viables, donc avec le coronavirus, etc. Donc là, on a un effet de correction, mais ça y est, maintenant, on est en 2025. Le corona, c'était en 2020, 2021 maximum. Donc ça y est, tout ça s'est passé. Là, ces défaillances continuent. D'ailleurs, si on regarde les chiffres de défaillance d'entreprise hors micro-entreprise, c'est le graphique suivant. Là, c'est encore pire. On est sur donc 17,6% au-dessus du précédent sommet de septembre 2009, en pleine récession. Donc là, ça te montre bien, tu vois, que si on isole justement les faits factices un petit peu des fortes créations de micro-entreprises, donc hors micro-entreprise, on a des défaillances dramatiques, évidemment. Et donc, ce qui montre bien que ces défaillances, donc là, c'est le chiffre du mois d'août, vont évidemment se traduire par donc des failles d'entreprise, donc des licenciements, donc une augmentation du chômage, tu vois. Donc, l'économie française se porte mal. On a également, on l'a vu tout à l'heure, des indicateurs des directeurs d'achat qui sont quand même très mauvais et donc qui montrent que là aussi, on a une situation assez dangereuse sur l'activité économique française. Pareil sur le chômage. Et alors, pour ne rien arranger, voilà. Dernier chiffre de la dette publique française, donc voilà, 3 416,3 milliards d'euros au deuxième trimestre 2025, un nouveau record historique. Évidemment, de toute façon, ça, on va en battre, hein, tous les trimestres, hein, on va les battre, les records, ça c'est facile à prévoir, hein, il n'y a pas de surprise malheureusement. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on a une augmentation donc, qui ne cesse d'exploser et qui est beaucoup plus forte que celle du PIB. Donc là, justement, je vous ai fait un petit graphique qui représente, parce que dernièrement, le président Macron a dit qu'il avait un super bilan économique. Bon, si ça le fait plaisir, tant mieux pour lui, mais quand on regarde évidemment la réalité, en fait, la croissance française, elle a été soutenue à bout de bras par la dette. Et donc, c'est ce qu'on voit. Je sais quelques graphiques pour bien comprendre que sans ce soutien artificiel, nous serions en récession en France. Donc, si on Hmm. voit le graphique suivant, par exemple, donc là, c'est en valeur. Hein, donc, quand on voit donc l'augmentation de la dette publique, tu vois, donc depuis 2017, 51,4% de hausse. C'est-à-dire 1160 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique, alors que sur la même période, le PIB, donc en valeur évidemment, c'est-à-dire augmenté de l'inflation, a augmenté de 31,9%. Tu vois, 642,7 milliards. Il manque quasiment 520 milliards. Et quoi, entre l'augmentation de la dette publique et l'augmentation du PIB en valeur, eh ben, il manque 520 milliards qui ont donc disparu. Tu vois, c'est les deux courbes, la courbe rouge et la courbe Hmm. bleue, ça s'écarte complètement. Donc on ne peut pas dire qu'on a une bonne performance du PIB. Oui, ça monte, mais c'est uniquement lié à la dette. Et encore, la dette augmente beaucoup plus Hmm. que le PIB, alors que si on prend le cas allemand, par exemple, bah, la dette publique augmente moins que le Pardon. PIB. Donc tu vois, c'est ça qui est dramatique. Quoi. Et là, alors si tu regardes sur le graphique suivant, justement, ça c'était en valeur, si tu regardes en volume, ça veut dire à prix constant, donc hors inflation, donc on enlève l'inflation, et là, regarde bien, tu as 27%, on va dire, pour arrondir, d'augmentation de la dette publique, et 10,6% pour le PIB. Donc ça, c'est le chiffre qu'avait annoncé M. Macron. Il dit, regardez, mon bilan, le PIB a augmenté de plus de 10%. Bon, déjà 10%, ça veut dire que depuis 2017, ça fait 1,1, 1,2% de croissance par an, donc c'est pas génial. Mais surtout, tu as 26 points d'écart, 16 points d'écart, pardon, avec l'augmentation de la dette. En moins pour le PIB, tu vois, donc ça colle pas.
Tu Mm. vois bien que on joue un jeu extrêmement dangereux. Alors, je vous ai fait un autre graphique pour montrer, parce que là, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on voit justement les arrangements entre amis à l'Assemblée nationale, etc. On vote pas la motion de censure pour pas perdre son poste, etc. Bah, bref, ça devient un capharnaüm incroyable, alors que la France est en train de s'effondrer. Et donc là, je vous ai mis le comparatif entre la croissance française, donc telle qu'elle apparaît, évidemment, donc c'est la courbe bleue, Mm. donc hors inflation, bien sûr, et Et, le graphique d'en bas, donc c'est-à-dire les bâtonnets rouges, ce qui est donc sous les zéros, mhm. c'est ce qu'on appelle le déficit public primaire. Ça veut dire déficit public hors charge d'intérêt de la dette. Tu vois, donc c'est vraiment l'économie intrinsèque, parce que la charge d'intérêt de la dette, on la paye, mais ça ne fait pas de la croissance, hein, malheureusement. Donc là, on voit bien le problème. C'est que tu as un petit peu de bleu, hein, donc c'est-à-dire au-dessus des zéros, tu vois, là, un peu de croissance, et par contre, tu as des déficits permanents, Mm. hors charge d'intérêt de la dette. Et Alors si tu regardes, justement, Marc, oui, je te coupe, pardon, mais j'ai des deux questions concernant les défaillances d'entreprise. On demande oui. ce que ça signifie, une défaillance Bah, d'entreprise. c'est très Et simple, hein. Je veux dire, ce sont des entreprises qui, en fait, se Mhm. déclarent en défaut de paiement. Voilà, c'est-à-dire qu'en Mm. gros, Voilà, c'est ça. donc elles vont voir au tribunal de commerce ou en disant, bah, voilà, désolé, bah, nous, on peut plus répondre à nos clients, on peut plus effectivement honorer nos dettes, etc. Donc à partir de là, il y a deux solutions. Soit il y a un repreneur qui va sauver l'entreprise, soit il Mm. n'y a pas de d'entrepreneur et l'entreprise fait faillite. Donc c'est la défaillance, c'est la dernière étape avant la faillite, Voilà. si tu veux. Et généralement, malheureusement, très souvent, il y a ensuite des faillites. Donc c'est ça, une défaillance, Et, ça veut dire une faillite d'entreprise. Et derrière, évidemment, si l'entreprise disparaît, ça veut dire qu'elle licencie ses mm. salariés. Et donc, évidemment, le chômage augmente. Et alors justement, autre question, est-ce que le coût du travail est-il le seul responsable des défaillances d'entreprise ou alors l'État est le premier responsable? Non, il y a beaucoup de Mm. responsables, malheureusement, hein. C'est Mm. un tout, hein. C'est-à-dire que le premier responsable, c'est la charge fiscale et le coût, effectivement, du travail qui pèse sur les entreprises. C'est-à-dire, on oublie trop souvent, mais les entreprises françaises font partie d'entreprises les plus chargées, entre guillemets, au monde. C'est-à-dire entre les taxes et les impôts et les prélèvements en tout genre, évidemment, les entreprises françaises sont asphyxiées. Donc là, on voit bien que ce n'est pas les entreprises du CAC 40 parce qu'elles sont Ouais, ouais, bien sûr. internationales, hein. 80% de leur chiffre de leurs profits sont faits à l'étranger. Là, c'est vraiment les entreprises en France qui, justement, elles, bah, elles payent plein pot, évidemment, toutes ces charges. Elles ont un coût du travail qui est également très élevé. Et en plus, il n'y a pas de croissance. Il y a une Mm. croissance artificielle entretenue par les stocks. Donc, bah, si tu n'as pas d'activité et que tu as des coûts énormes et tu as des impôts énormes, bah, tu résistes pas. Tu vois. Ouais, bien Donc, sûr. c'est ce qui fait que l'entreprise tombe, malheureusement. Mm. Et moi, c'est ça qui m'effraie, c'est quand on voit ce qui se passe au sein de nos entreprises. Moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive que tous les jours, j'ai des messages ou des gens que je vois dans la rue ou même par exemple, des demandes de conférences. Ça m'est encore arrivé hier bon, on ne va pas donner de nom, bien sûr, mais c'est une copropriété agricole qui me disait écoutez, nous, on va absolument en faire venir, mais on n'a pas les moyens de vous faire venir. Alors, voilà, c'est assez incroyable. Je crois qu'en 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. C'est effectivement bon, ben, quand les entreprises n'ont pas les moyens, ok, ou elles veulent pas, très bien, mais là, elles veulent, mais elles peuvent pas. Elles sont en perte et Mm. c'est horrible. Donc, il n'y a qu'à se balader dans les rues de Paris ou dans les villes ou de province ou partout. On voit les restaurants sont vides, les magasins sont vides, c'est dramatique. Les rues sont vides. Je ne sais pas si Mm. vous vous rendez compte aujourd'hui. Alors, en plus, c'est pas les vacances scolaires, hein. Donc, Mm. on se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a comme cette incertitude, cette inquiétude, donc, qui est très grave. Et pourtant, vous voyez qu'on a un déficit public qui est énorme. Et donc, je vous ai fait le calcul sur le graphique suivant, où là, on représente justement la croissance ce que j'appelle hors déficit. C'est-à-dire que si on enlève justement le déficit primaire, hein, eh ben regardez les chiffres, c'est horrible. C'est-à-dire que depuis 2017, en fait, la France est quasiment toujours en récession. Mm. Si on enlève encore une fois, si on retraite par du déficit primaire, la France, le PIB français baisse en permanence. Donc, c'est horrible. Alors, ça veut dire que certains vont vous dire, ah ben, ça veut dire qu'il faut des déficits. OK, mais ça veut bien dire que malheureusement, l'économie intrinsèque française, elle est à la dérive. Tu Mm. vois. Et quand on voit les politiques qui ne prennent aucune décision, ça fait froid dans le dos. Alors, je t'ai fait le même graphique pour comparer avec ce qui se Alors, passe ailleurs. ouais, Euh, justement, il y a une question sur l'Allemagne aussi, ah, absolument. voilà. Mm. Avec l'Allemagne, tu vois ici, c'est Mm. le même graphique. Donc, on retrouve la courbe rouge, enfin les bâtonnets rouges, c'est la France. Et en jaune, c'est donc l'Allemagne. Donc, toujours Mm. pareil, la croissance hors effet du déficit primaire. Et là, on voit que ben,
des fois, en Allemagne, on avait des excédents. C'est-à-dire, on avait effectivement une croissance, y compris quand tu retraites avec le déficit primaire. Et même aujourd'hui, pourtant l'Allemagne va mal, tu vois, on le voit. Nous, Oui. on est à moins 5% de baisse du PIB, alors que les Allemands sont à moins 2,2. Hmm. Tu vois. Et alors justement, Donc, on tu a une as, question un sur écart énorme. l'amélioration de l'Allemagne. Est-ce que c'est dû à l'armement ou c'est plus global? Alors, il y a ce qu'on appelle un effet de rattrapage. C'est-à-dire que l'Allemagne, quand même, c'est quand même pas mal effondré. Et donc, elle a aussi particulièrement souffert. Donc, c'est ce qui fait qu'on a eu tout de même un effet de rattrapage qui a joué. Et puis également, il y a eu, ça c'est pour les Allemands, hein, une bonne nouvelle, il y a eu là, quand même la baisse des prix du gaz, des prix du pétrole. Donc, comme l'industrie allemande, évidemment, utilise pas mal d'énergie, donc comme les Allemands ont arrêté le nucléaire, donc c'est ça qui leur a coûté très cher pendant notamment la guerre avec l'Ukraine, etc. Et donc là, les Allemands, bah, ils vont un peu mieux parce qu'il y a moins de charges au niveau, je dirais, énergétique. Donc, ce qui font que les Allemands vont un petit peu mieux, mais c'est pas l'euphorie non plus, hein, attention. Hein. Oui, bien On sûr. voit bien que sur l'automobile, par exemple, Oui. ils souffrent énormément. Donc il faut rester extrêmement prudent. Mais maintenant, c'est vrai que les Allemands sont toujours en train de, voilà, d'essayer de dynamiser leur économie, de se remettre en question. C'est la force, effectivement, des Allemands avec une industrie qui est quand même toujours assez performante, mais je ne vais pas vous mentir, hein, il n'y aura pas une croissance forte en Allemagne. Hein, ils seront comme la France, quoi, 0,5, peut-être 1% maximum l'année prochaine. Mais ça restera une croissance extrêmement fragile. Et donc, ce qui est fou, c'est que, à la rigueur, tu vois que les Allemands, ils utilisent moins justement leur déficit public. Là, ils vont le faire un petit peu cette année, avec également l'armement, hein, pour Hmm. augmenter les dépenses militaires. Mais bon, on voit bien qu'ils ont quand même, si tu retraites du déficit primaire, donc hors charge d'intérêt de la dette, tu vois bien qu'ils vont moins mal que nous. Hein, donc nous, on Oui, va bien sûr. Ça, c'est beaucoup moins bien que les Allemands, malheureusement. bien sûr. Et justement, Ah alors oui, après, alors pour terminer, concernant je l'Italie te aussi, fais, qui est une seule voilà, classe. Ouais, et voilà, ça les ouais. fait. Même graphique également en Italie, donc tu vois que la courbe verte, donc c'est l'Italie, se porte toujours mieux que la courbe rouge. Hein. La courbe rouge, c'est nous, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, regarde aujourd'hui, depuis 2 ans, on a même une croissance. C'est-à-dire que même si, comme ils sont en excédent primaire, les Italiens, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, ils ont une croissance plus forte que celle qui est annoncée, si on retraite du déficit primaire, hein, en l'occurrence en excédent. Hmm. Donc, ce qui montre que les Italiens, d'un point de vue de la croissance, ben, ça c'est aussi un grand enseignement. Ça veut dire que les Italiens ont baissé les dépenses publiques, ils ont baissé les déficits et ils arrivent à faire de la croissance. Alors que nous, on a le déficit public qui augmente, qu'on ne veut pas baisser, la dette publique qui augmente et on ne sait pas faire de la croissance. Donc, c'est tout le problème. Il faut créer un terreau justement adéquat pour faire cette croissance. Et malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui, cette crise politique qui n'en finit pas, ça ne va pas arranger les choses. Et quand on voit le projet de budget 2026 pour la Oui. France, waouh, ça fait Justement, froid il dans y le avait une dos. question là-dessus aussi sur le budget. Est-ce que ce budget pourrait-il être tenu et est-ce que ça va vraiment impacter finalement le déficit de la France? Ah oui, complètement. En fait, Hmm. on va avoir effectivement un déficit public qui sera proche des 6% cette année et Voilà. pareil l'année prochaine. Donc Alors que le gouvernement estime qu'il peut être au-dessous des 5%. Hein, oui, oui, il annonce oui, 4,7, mais c'est de la oui, fumisterie. Hein. Comme l'année oui, oui, dernière, on voilà. se disait qu'on allait être sous les 5% en 2025. Ouais, Maintenant, ils disent ouais, on sera à 5,4. Bon, on sera peut-être à 6. Tu vois, ouais, donc, voilà. non, non. Puis, n'oublie pas une chose importante, c'est la charge d'intérêt de la dette. Tu vois, quand même, Hmm. si taux d'intérêt, bon, Ouais, ils ont tout à fait. augmenté beaucoup, là, ils se calment un petit peu depuis quelques jours sur la dette publique française, mais néanmoins, ils sont élevés. Donc, la charge d'intérêt de la dette, c'est à peu près 70 milliards d'euros. Tu vois, donc, Ouais, ça va alourdir là ça va aussi le déficit alourdir public. considérablement. Ouais. Hmm. Exactement. Hmm. Donc, on est très, très loin du compte. Et alors là, si tu veux, le problème, moi, ce qui m'effraie, si tu veux, c'est que on a cette augmentation des impôts qui est annoncée. Hein. Alors, on nous dit 14 milliards d'euros d'augmentation des impôts, ce sera plutôt 20 milliards d'augmentation des impôts, je Hmm. pense. Encore si on a les chiffres, si on a réussi à récupérer. Et tu vois que, justement, l'accord avec le Parti socialiste, maintenant, eux, ils veulent encore créer d'autres impôts sur les entreprises, sur le patrimoine, sur les successions. Enfin, je sais pas si Ouais, tu te c'est. souviens, peut-être tu étais jeune, tu es un peu plus jeune que moi, mais quand j'étais jeune, il y avait le sketch des inconnus, ça s'appelait Ah les oui. Raptous, tu sais, les Ah oui, oui, les vampires. Raptous, oui, la Connu, chanson, les voilà. Raptous, oui, La tout à chanson, fait. voilà. C'est Hmm. exact. C'est-à-dire que c'était peut-être Hmm. je sais pas, il y a 25 ans, hein, peut-être 30 ans, je sais Ouais, pas, peut-être même plus, 35 ans, je sais pas. Mais ça y est, c'est toujours le même ouais, c'est la même drame. chose. Si tu veux, c'est Mais quelque chose là, il d'incroyable. y a beaucoup de sketchs des inconnus qui n'ont pas vieilli, hein, qui sont d'actualité, alors Ah que ben oui, c'était hein, effectivement dans les années sauf qu'on 90. peut Ouais, plus les montrer parce que justement ouais, aujourd'hui il y a une telle oui, oui, omerta, il y a ouais, c'est vrai. un tel wokisme que tu n'as Hmm, plus le droit de dire la vérité. hmm, Mais oui, c'est vrai que ces sketchs sont formidables hmm, et donc ils montrent bien que hmm. bah, Mais c'est ça qui est inquiétant, c'est malheureusement, qu'on voit que la France n'a pas changé en fait
retraite en 35 ans finalement. C'est ça Les qui thèmes est sont grave, c'est d'actualité parce que et c'est. tous les pays européens, tous les pays développés, j'ai envie de dire, ils ont fait leur modernisation, ils ont modernisé leur système de retraite, ils ont réduit les dépenses publiques, ils ont réduit les impôts, bah, tu vois, ils ont fait du boulot, quoi, tu vois. Ils ont réduit Mhm. le coût du travail, ils ont amélioré leur système, ils ont investi dans l'innovation. Et nous, non, bah, nous, on continue à dire, bah non, il faut augmenter les impôts. Voilà. Ouais. Voilà, Et on parle des retraites encore, alors on parle que. des retraites là et aussi, c'est- on pointe du doigt les boomers, les malheurs, il faut Ouais, arrêter. Et c'est vrai que tu as remarqué, c'est incroyable, plus personne ne parle de baisse de la dépense publique. non, Alors là, non. non, D'ailleurs, la non, dépense publique va augmenter, selon le projet de budget, de 20 à 30 milliards d'euros l'année prochaine. mm, C'est quand même assez fou, tu vois. Et là, mm, évidemment, personne n'en parle, et c'est ça qui est très dangereux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on augmente les impôts? Ben, c'est pas compliqué. Il y aura un exode fiscal qui a déjà commencé. Macron l'avait un petit peu stoppé quand il est arrivé, et puis depuis quelques années, il revient. Et là, ça va évidemment continuer. Et c'est évident que si on dit on va taxer davantage les entreprises, on va taxer davantage les success stories, les successions, bah, voilà, bah, les réussites, bah, vous quittez la France, il n'y en a déjà plus beaucoup, bah, celles qui vont rester, bah, il n'y en aura plus du tout. Donc on veut excuse-moi l'expression, on veut un pays de losers, quoi. Non, mais c'est ouais, non, c'est flippant, terrible, non, bien sûr. c'est terrible, Alors c'est justement, terrible. l'État français est-il en faillite? Toi, tu Alors réponds? voilà, c'est une question que j'ai souvent, évidemment, alors je dis je vais y répondre dans le webinaire. Oui, l'État faillite est en faillite. Alors, l'État français est en faillite, pourquoi? Alors évidemment, l'État ne peut pas faire faillite comme ça, c'est pas comme une entreprise, mais Mm. c'est une situation de faillite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes la dette publique, on l'a vu, on est à quasiment 3500 milliards d'euros. Si tu rajoutes ce qu'on appelle le hors bilan, ça veut dire les engagements de l'État, mais qui n'apparaissent pas dans la dette publique, par exemple le paiement des retraites des fonctionnaires, qui est un engagement de l'État, mais qui n'apparaît pas dans la dette, on est à peu près à 7500 milliards d'euros de dette publique. Mm. Donc, si tu enlèves tous les actifs de la puissance publique, donc tu prends voilà, les immeubles, la Joconde, la Tour Eiffel, ce que tu veux, bref. Donc, selon l'INSEE, il y a 4500 milliards d'euros d'actifs. Donc, tu vois que 7500 moins 4500, Il ça veut manque dire 3 que tu es, milliards, 3000 voilà, il milliards. manque 3000 milliards. Voilà. Mm. Donc, tu as, ce qu'on appelle un actif net négatif de 3000 milliards d'euros. Donc, 3000 milliards d'euros en moins, ça veut dire que quand l'actif net est négatif, tu es en faillite. Voilà, Mm. tout simplement. Ça ne veut pas Mm. dire que tu es en situation de faillite. Ça ne veut pas dire que tu vas faire faillite, mais tu es en situation de faillite. Et Mm. donc, le drame, c'est que là, on le sent bien, hein, les politiques commencent à dire, ah ben attendez, mais on a beaucoup d'épargne. Donc cette épargne, il faut mieux l'utiliser. Tu vois, ils te disent, oui, il faut mieux l'utiliser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent évidemment la ponctionner. Ça c'est extrêmement dangereux. Et donc Mm. c'est vrai que tu as à peu près 6 000 milliards d'euros d'épargne, 6 500 peut-être même, mais cette épargne, elle est privée. Alors que la dette publique, c'est justement, comme son nom l'indique, c'est public. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser l'épargne privée, qui est déjà taxée de façon éhontée. Tu ne peux pas l'utiliser ou la ponctionner pour financer et réduire ta dette. Ouais. C'est de la spoliation, c'est du communisme, si tu veux, tu vois ce que je veux Mm. dire. Donc ça, c'est quand même extrêmement Ouais, dangereux. c'est Et sûr. donc, j'espère qu'on va éviter tout ça. Mais pour tout te dire, moi, je suis très, Bon, très inquiet. Alors, ouais, et ouais, c'est sûr. ce qui est complètement fou, si tu veux, c'est que les marchés ne réagissent pas. Tu l'as Mm. dit, hein, le CAC 40, Mais même clairement, oui. les taux longs, ils ont même baissé. Ouais, Alors, ouais. tu supprimes la réforme des retraites. Non, Tu as mais un budget qui n'est pas crédible, avec un déficit public qui va augmenter. Bon, en je pense que fait, les Moody's, marchés, ils sont dans un mode où ils voient tout à moitié plein, le verre à moitié plein, comme on dit, le verre à ah ben moitié. là, c'est Là, pire, le ils ont verre à des moitié lunettes plein, roses, c'est ils voient la dire, vie en OK, rose. il y a eu des concessions, donc il n'y aura probablement pas de dissolution, donc ça y est, on est content, on achète. Mais Oui, effectivement, tout le reste dont on vient de parler, tout le reste dont on vient de parler, eh bien, le marché ne le considère pas. Mais il y a bien un moment, il y aura un retour de bâton. Et le retour de ben, bâton, effectivement, exactement, il fera mal. Mais, c'est ça qui fait peur. hmm, Et surtout, on aura une sanction inévitablement. Alors, ouais, ça va ouais, commencer là, dès la semaine prochaine, le 24 octobre. Je pense que Moody's va dégrader la note de la France. Après, on ouais, aura ouais. Standard Poor's Bon, au mois d'avril, au mois de pareil à qui? novembre. Hmm, Donc, là, pour l'instant, Fitch l'a déjà fait, on est à A+, mais hmm, on mérite franchement un simple A, voire un A-, vu le ouais, dérapage des comptes publics. Alors, ça va être assez amusant, entre guillemets, de voir la discussion budgétaire, parce que là, tu vois, le PS, qui a donc fait des concessions pour éviter la motion de censure, il hmm, croit que c'est lui qui va faire le budget, quoi. Tu vois, il veut ouais, déposer ouais, des amendements en augmentant les hmm, impôts, etc. hmm. Alors Non, justement, Marc, c'est alors pitoyable. justement, dans cette partie, on a énormément de questions, donc j'ai répondu un petit peu en direct, mais bon, j'ai peu filtré. Mais alors justement, on a une question sur le marché de l'énergie européen, marché européen de l'énergie. Est-ce qu'on ferait pas des économies, pourquoi on ferait pas des économies en sortant carrément du marché européen de Bah, bien sûr, hein, l'énergie? c'est ce qu'ont fait les Espagnols et les Portugais, Voilà, ça leur a permis d'avoir une croissance plus forte que la nôtre, hein. d'accord, donc Mais le problème, c'est que pour ce faire, bah, il faut un accord avec les Allemands.
Les Mm. Allemands ne veulent pas. Et donc, Ouais. voilà, on est bloqué à cause de ça, si tu veux. Donc, là aussi, pour l'instant, on a l'énergie la moins chère grâce au nucléaire, et pourtant, on la paye cher, même si les coûts de l'énergie ont quand même un petit peu baissé. Donc, voilà, c'est triste. Après, bon, c'est le jeu européen aussi. Mais bon, à un moment, il faut taper du poing sur la table. Sauf que là, évidemment, on n'a pas de pouvoir de négociation. Quand tu vois que la France est le pays où il y a le plus de déficit public Mm. par rapport au PIB de la zone euro, donc Mm. on ne peut pas trop, si tu veux, imposer notre dictat. Donc Bien c'est ce sûr. qui fait que voilà, c'est extrêmement compliqué. Et donc la France, malheureusement, bon voilà, elle paye ses erreurs, hein. Mm. Elle paye son manque de courage. Elle paye voilà, toute cette politique dramatique qu'on a depuis des années, malheureusement, et ça commence à nous coûter extrêmement cher. Donc, d'où le titre, hein, ça va nous Mm. coûter très cher. Ça nous coûte déjà Ça cher, nous ça va coûte nous cher, coûter ouais. encore plus cher hein, demain. Quand tu vois, par exemple, la suspension de la réforme des retraites, ça va Mm. coûter en termes de creusement du déficit, ça va coûter peut-être 500 millions l'année prochaine et puis 2 milliards l'année suivante. Donc, Mm. d'euros, bien sûr, hein. Donc, tu vois bien que, bon, mais ça, c'est le coût direct. Le coût indirect, il est bien plus élevé. En termes de crédibilité, on n'est plus du tout Bien crédible. sûr. On fait n'importe quoi. Donc, les taux d'intérêt, le jour où les marchés vont se réveiller, il va y avoir une sanction énorme. Le taux d'intérêt, le taux de 10 ans peut monter à 4,5 voire 5%. Tu vois. Ça peut aller très très vite, hein. Pour l'instant, on calme le jeu. Donc ça qui est fou, c'est on est prêt voilà, à vendre son âme, entre guillemets. Mm. C'est quand même incroyable ce qui se passe, ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, Alors- ce Macron qui a défendu comme un totem sa non, mais réforme des retraites, qui est quand même une ouais. réformette, hein, ne l'oublie pas, Oui, hein. oui, bien sûr. Non, mais Et Badaï dit non, mais pour ouais. avoir l'accord du PS, non, mais ok, on la suspend. Non, non, mais, non, mais c'est C'est quand même n'importe c'est quoi. Et incroyable. alors, justement, dernière question sur cette partie, après on avance parce que ça leur tourne quand même. Alors, c'est une proposition, donc je trouvais que c'était assez intéressant. Donc, c'est pourquoi ne pas relever les salaires sans augmenter les charges, ce qui redonnerait du pouvoir d'achat aux Français. Et de plus, certaines aides seraient abaissées, donc ça baisserait les charges de l'État. Oui, tout à fait. Non, moi je préconise ce que j'appelle ma thérapie de choc Voilà. bienveillante, hein. J'ai déjà évoqué ici même et sur mes vidéos YouTube, hein, et Mm. notamment et puis dans tous les médias. Ben, il faut effectivement réduire les impôts pour tout le monde, réduire les charges également qui pèsent sur les salaires, ce qui va faire augmenter les salaires nets. C'est évidemment indispensable. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu dois également réduire les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement. Et tu vois, c'est ce qui me choque dans le projet de loi de finances 2026. On ne parle pas du tout des dépenses publiques. Oui, Les bien sûr. dépenses de fonctionnement. On dit non, 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 mais on ne touche pas. Attends, c'est quand même incroyable. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. Numéro un du monde par rapport au PIB. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. Et personne n'en parle. Les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de quasiment 100 milliards d'euros depuis 2021. Là aussi, hein, 22% de hausse. Personne n'en parle. Bon. Donc, il faudrait bien un moment qu'on se réveille, tu vois ce que je veux dire. Et donc, voilà. Donc, le vrai enjeu. Alors là, on nous dit oui, il faut taper les retraites, etc. Bon, de toute façon, ça finira comme ça à la fin, tu après sur les retraites. D'où mon conseil. Les gens, ils comprennent pas forcément que c'est pas méchant, mais notre retraite, on l'aura pas, on va se faire arnaquer, Mm. hein. Donc, faites votre retraite avec Itoro ou qui vous voulez, mais préparez-vous un Justement, petit peu pour avoir votre sans faire retraite de parce que, l'autopromo, on euh, a lancé les PER, hein, les plans de retraite, hein, depuis ben voilà, quelques je mois, voulais que donc tu le dises effectivement. justement parce qu'effectivement, c'est vrai que Mais ça paraît sûr, hein, quand on regarde le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, ah, mais c'est un oui, calcul pas savant à faire, hein. c'est évident, c'est Bon, évident. voilà. On va continuer, hein, parce que bon, voilà, Ah l'heure oui, tourne, comme je l'heure disais, avance, mais ouais, il faut répondre à vos questions. donc on passe à la troisième partie, c'est effectivement le match du siècle, parce que c'est les deux plus grosses puissances mondiales, États-Unis, Chine. Justement, ben, on a ce retour encore de ce match, on va dire, de ce match sur les Ah, en tensions fait, tarifaires. si tu Mm. veux, c'est-à-dire, c'est vraiment mais c'est pas que le problème des douanes, des droits de douane, Mm. c'est vraiment le match économique, évidemment. Pour l'instant, les États-Unis sont toujours devant la Chine, bien entendu, d'un point de vue du PIB en valeur. Mm. Mais ce qui est très important, c'est le match également euro-dollar, dollar-yuan. C'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, ce qui fait la force des États-Unis, c'est le fait que le dollar est toujours demandé pour lui-même. C'est la réserve de change mondiale, 70% des réserves de change sont en dollars, 50% des transactions mondiales sont en dollars, alors que le commerce américain ce n'est que 11% du commerce mondial, c'est-à-dire que les deux tiers du commerce en dollars ne sont pas américains. C'est ça qui fait la force des États-Unis. Donc le Mm. danger, c'est que si jamais demain le dollar n'a plus ce rôle, et c'est vrai que les Japonais avaient essayé avec le yen, ils se sont plantés, l'Europe a essayé avec l'euro, on n'a pas réussi, et donc maintenant c'est le prochain concurrent, c'est le yuan. Et Ouais. donc c'est vrai que pour l'instant le yuan n'est pas prêt parce que déjà il y a pas il y a le contrôle d'échange en Chine comme vous le savez, mais surtout pour concurrencer le dollar, il faut une devise forte.
Or, si le yuan est trop fort, ben, ça va casser l'activité économique chinoise et les Chinois ne peuvent pas se le permettre. Donc, c'est en cela que les Chinois, ils se donnent du temps. Mais c'est sûr que, à partir de là, le moment où ils auront les reins suffisamment solides, ils pourront commencer à imposer le yuan contre le dollar. Et c'est, je pense, l'une des grandes origines des décisions de Trump, qui est de dire, voilà, maintenant on va stopper cette hégémonie chinoise en augmentant les droits de douane sur la Chine. Ok. Et c'est le seul à le faire finalement. C'est ça, Enfin, ouais. et donc, beaucoup ont critiqué, et c'est vrai que finalement ça fonctionne. Mais ce qui est fou, c'est que ça fonctionne pour les États-Unis, mais aussi pour la Chine. Et regarde Mm. ce graphique assez incroyable, parce que tu te dis, bon, on va mettre des droits de douane, donc les exportations chinoises vont s'effondrer, l'excédent commercial chinois va s'effondrer. Ouais. Regarde les chiffres. C'est-à-dire que tu ne cesses de battre des records. Voilà, ça c'est l'excédent commercial chinois. Donc sur 12 mois, c'est la courbe bleue. Tu vois, c'est le dernier chiffre du dernier mois. Là, on a eu 1176 milliards milliards de dollars d'excédent chinois, Mm. un Ah, record historique. Donc tu dis, qu'est-ce qui se passe? Alors au départ, c'est vrai que les Chinois avaient vendu parce que notamment les Américains avaient anticipé les droits de douane, donc ils ont augmenté leur stock. Et après, maintenant c'est fini. Sauf que les Chinois ont compris qu'il fallait inonder d'autres pays de leurs produits, et notamment l'Europe. Et comme on n'a pas de droits de douane vis-à-vis des produits chinois, et on accepte des produits chinois qui ne sont pas aux normes européennes, et bien évidemment, ça passe. Et donc les Chinois ont réussi ce coup de maître, c'est-à-dire de digérer les droits de douane tout en développant des excédents commerciaux historiques. mm. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que grâce à cela, bah, leurs réserves de change repartent à la hausse. Tu vois, c'est le dernier chiffre du mois d'août, 3 322 milliards de dollars. Bon, on n'est pas sur les sommets de 4 000 milliards de 2014, mais néanmoins, tu vois que ça augmente, et ça, c'est un trésor de guerre. C'est-à-dire que les Chinois, si demain il y a un problème économique, financier, pourront utiliser pour relancer la machine. Tu vois. Donc, c'est là où, euh, attention, la Chine marque des points, malgré qu'elle souffre, parce qu'elle souffre toujours, hein, et c'est qu'elle ralentit très fortement, elle a ralenti fortement, la demande intérieure chinoise est toujours timorée, mais elle arrive à tirer son épingle du jeu. Et regarde bien, l'autre graphique que je t'ai mis sur justement la Chine, c'est incroyable, c'est que le yuan, justement, est en train de s'apprécier. Tu vois, là, on est à peu près à 7,12 yuan pour un dollar. Bon, Mm. c'est pas les niveaux qu'on avait en 2013, où on était à 6,2, mais néanmoins, tu vois que le yuan s'apprécie progressivement. Donc ça veut dire que la Chine reprend la main. Tu vois, donc c'est ça le match États-Unis-Chine va se jouer justement en termes d'hégémonie de la devise. Si les Chinois peuvent imposer le yuan dans les transactions mondiales, alors là, c'est un vrai danger pour les États-Unis. Tu vois. Et quand tu regardes sur le graphique suivant, justement, le PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en isolant les différents pouvoirs d'achat, tu vois que la Chine est déjà la première puissance mondiale. Tu vois que, donc en fait, même depuis 2016, aujourd'hui, le PIB chinois, c'est à peu près quasiment 20% du PIB mondial, alors que le PIB américain, c'est 15% du PIB mondial. Tu vois, la zone euro, on est à 11%. Bon, la France, voilà, on est à 2%. Bon, hein, c'est clair, mais bon, toujours est-il que tu vois bien la courbe rouge comme elle monte. Ouais. Donc toutes les courbes, les autres ont tendance évidemment à baisser. Donc c'est logique, la Chine rattrape, etc. Mais tout de même, c'est dangereux. Et quand tu vois au niveau ces fameux BRICS, hein, c'est le graphique suivant, et ben là, les BRICS sont plus puissants que le G7. Mm. Donc la BRICS, c'est effectivement Brésil, Russie. Alors c'est la première définition, hein. Inde, Chine et Afrique du Sud. Alors il faut être honnête, hein, ce qui fait booster les BRICS, sur le graphique suivant on le voit, Oui, c'est évidemment la Chine et l'Inde, hein, puisqu'on voit que en 2025, tu vois, c'est 19,3% donc, du PIB mondial, l'Inde 8,5% après t'as la Russie, Brésil et l'Afrique du Sud. Voilà, tu vois, c'est pas grand-chose, mais voilà, mais c'est quand même Chine et Inde, ce sont les deux locomotives de la croissance mondiale aujourd'hui, avec évidemment les États-Unis qui résistent, mais nous, Mm. évidemment, on est complètement largués. Alors, tu vois, sur très longue période, regarde ce graphique assez incroyable, tu vois le PIB chinois, regarde, c'est pas le Bitcoin, hein, ça pourrait, mais presque, hein, mais tu vois que Ça il a ressemble à la cour du augmenté, Bitcoin. ça ressemble, hein. Mm, mm, Sauf que ça bouge pas, c'est quasiment mm. rectiligne, parce que Bitcoin, Oui, c'est quand même il n'y volatile. a pas de Là, baisse. ça bouge pas, tu vois, il n'y a pas Mm. de baisse. 4145% d'augmentation du PIB chinois, hors Mm. inflation, hein, Mm. depuis 1980. Tu vois. Oui, Donc, c'est. les Indiens, ils font 1170, les Américains 220, 221, et la France 112. Tu vois Ah qu'on est oui. très loin. Mais bon, je veux dire que, voilà, c'est le nouveau monde. Donc, il faut s'adapter à ça. Et c'est là, c'est ça. Parce que si demain, les Américains perdent l'hégémonie du dollar, là, c'est une crise dramatique.
crise Mm. mondiale sans précédent. Donc, on n'en est pas encore là. Et justement, ce qui compte, c'est le tableau suivant pour terminer, hein. J'ai encore voilà, deux petits tableaux. Quand tu vois là aussi les PIB par habitant. C'est ça qui, pour l'instant, empêche les Chinois d'aller trop Mm. loin. C'est quand tu vois donc, tu as le classement 2024. Donc, PIB par habitant. Donc, les Américains sont toujours sont quand même sixième du monde, alors qu'ils étaient dixième en 1990. Tu vois, alors, ensuite, en passant la France, tu vois qu'elle était onzième en 90, elle est 90, 24e. 24e aujourd'hui. Tu vois l'écart, hein. Donc, nous, on a perdu du terrain. Mm. Et la Chine, regarde bien, elle a gagné 66 places. Elle était 139e en 1990, elle est 73e aujourd'hui. Mm. Tu Mm. vois, donc c'est quand même pas mal. Elle est Ouais. encore loin, Mm. 73e, tu vois, en termes de PIB par habitant. Donc c'est que les Chinois, pour l'instant, ils bloquent parce ils ont du mal à augmenter leur niveau de vie par habitant. Tu vois, donc c'est ce qui les bloque. Et donc, tu vois, à contrario, tu vois, le Brésil, par exemple, ou l'Afrique du Sud, eux, ils s'effondrent. Tu vois, ils tombent. Donc, tu vois que même si tu es un BRICS, parmi les BRICS, Mm. tu vois, c'est pas forcément gagné. Mais on voit que la Chine s'en sort bien, mais elle est encore très très loin des autres pays. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir un yuan trop fort, sinon elle va Mm. casser Ce qui est son intéressant, activité juste un économique. passage, c'est que l'Inde aussi est 142e, alors que c'est la locomotive de la Ah croissance oui, mondiale ah oui, parce actuellement. que l'Inde, le problème Effectivement, de il l'Inde, doit. c'est que la Mm. Chine, si tu veux, elle a réduit son nombre d'habitants. Ouais, Alors que voilà. l'Inde, elle augmente. Elle augmente, ouais. Mécaniquement, même s'il y a de Mm. la croissance, tu vois, donc Mm. le PIB par habitant, mécaniquement, Ouais, mécaniquement. tu vois, c'est moins bon que cela a été. Mais Ouais. par contre, l'avantage qu'ont les BRICS par rapport à nous, c'est qu'ils n'ont pas trop de dette publique. Tu vois, je t'ai fait Mm. le classement des pays qui ont le plus de dette publique. Tu vois, bon, c'est en 2024, hein, depuis ça a un petit peu augmenté, bien entendu, mais j'ai pris les chiffres de l'UFMI harmonisé. Ça, c'est 2024, on aura bientôt 2025. Donc, tu vois, la Chine, elle est à 90% de dette publique. Donc, c'est beaucoup, hein, parce que c'était 60% il y a Mm. quelques années. Mais c'est très loin de ce qui se passe chez nous, ou a fortiori au Japon, encore aux États-Unis. Tu vois, la Russie, elle est à 20%, par exemple. Tu vois, l'Inde à 83%, le Brésil à 87%. Voilà. Donc, attention, pour l'instant, ils ont moins de dette publique, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'utiliser. Mais ils nous copient trop vite sur ça, si tu veux. Ils font trop Mm. de dette publique, ça peut être dangereux. Et donc, la clé, pour terminer, faire le lien avec effectivement la suite, c'est que sur le tableau suivant, la Ah. clé, elle est dans l'innovation. Voilà. Mm. Et la force aujourd'hui effectivement de la Chine, tu le vois ici, c'est que 2,6% de son PIB, c'est de la R&D. Et Mm. donc, c'est en valeur absolue, c'est-à-dire que c'est la deuxième puissance mondiale en recherche-développement, juste derrière les États-Unis. Et donc, c'est ça qui est dangereux pour le monde entier, c'est que la Chine, non seulement évidemment, elle est moins chère, elle inonde le monde de ses produits, mais surtout, elle fait de l'innovation. Alors, tu vois, ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois, des autres pays, par exemple, l'Inde, tu vois, c'est que 0,8%. Tu vois, l'Inde, elle n'innove pas assez par rapport à Mm. son PIB, tu vois. Donc c'est ce qui fait pour l'instant, et ça sera ça la clé de demain. Et tu vois, pareil pour la France, on a 2,2%, mais malheureusement, hein, ce que disait le général de Gaulle en son temps, des chercheurs qui Mm. cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ah bien, donc c'est tout le problème. Et c'est ce qui fait que malheureusement, nous, on est un petit peu largués parce qu'on n'a Et pas de recherche appliquée. Et si, a fortiori, tu augmentes les impôts, mm. bah, évidemment, tous les chercheurs vont aller aux États-Unis, comme d'habitude, ou ailleurs, ou peut-être même en Chine d'ailleurs, pour Alors, justement développer leur innovation. justement, Marc, avant de passer alors, hein, parce que c'est le graphique suivant, alors, on va juste une question sur le dollar et Trump. La baisse voulue donc du dollar par Trump va-t-elle avoir un impact négatif sur tout ce qui est mortgage aux États-Unis, tout ce qui est Bien sûr. immobilier? Voilà. Complètement. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, tout le problème de l'économie au sens large, c'est la confiance. Et je pense que c'est la grande erreur de Trump. Autant il a fait très fort sur les droits de douane, parce qu'il a quand même imposé des droits de douane à tout le monde. Et tout le monde, finalement, a accepté, hein, bon, même si les Chinois essayent de réagir, mais il a quand même réussi à le faire. Par contre, sur le dollar, il prend un risque énorme, parce que si le dollar baisse trop, ben justement, il n'arrive plus à rassurer l'investisseur, et à ce moment-là, ça veut dire que la Réserve fédérale ne pourra pas baisser le taux d'intérêt, elle devra maintenir un taux d'intérêt élevé, et là aussi, il y aura des dangers, bien entendu, sur l'ensemble du marché immobilier américain, et donc il prend un risque. C'est un risque énorme qu'il prend. Ouais. Moi, je pense, c'est vrai que le dollar on était à 1,0, à 1,05, hein, il y a 1,05 $ pour un euro il n'y a pas longtemps. Ouais, un 0,2 même, on était désolé. Ah, même 1,02, t'as raison, Mm. ouais. Et ensuite, là, on est remonté bon, à 1,18, mais on est à Ouais. 1,16. Bon, toujours dire que le niveau d'équilibre, c'est autour des 1,10, tu vois. Donc, il ne peut pas se permettre d'avoir un dollar trop faible. Sinon, il va casser l'hégémonie américaine. Et donc là, justement, le dernier graphique, le dernier Ouais. slide, l'avant-dernier du moins, où on voit que le dollar, c'est toujours la réserve de change mondiale. Si le dollar est trop faible, les Américains vont perdre cet avantage.
Donc pour l'instant, c'est ça qui fait leur force. Donc attention, hein, M. Trump, il ne faut pas aller trop loin de ce point de vue-là. Et je pense que, comme il est toujours pragmatique, il va se calmer. D'ailleurs, on voit bien le dollar arrête de baisser. C'est pas pour rien. C'est parce que justement, il faut continuer que le dollar inspire confiance, sinon les Américains peuvent s'effondrer. Alors justement, c'est le dernier graphique. Ouais. Avant Alors, tes slides à toi, bien entendu, voilà. sur les marchés Mm. boursiers, c'est vrai que voilà, l'or qui flambe, et ça, c'est un signe. C'est-à-dire que Ouais. ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça montre que Mm. les investisseurs sont inquiétés. Tu vois, 4200 $ l'once hier, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Tu vois bien, Mm. la fin de la courbe, elle est incroyable. Ah ouais, ben C'est-à-dire, il me on l'a chandelle, vécu comme on dit. ensemble, hein, parce que ça fait déjà Mm. quelques années qu'on fait Mm, ces mm, webinaires mm. et ces podcasts. Donc, tu Oui. vois, bon, on a atteint 2000 $, tu vois, 2000 en dollars, voilà. 2020. Après, on Mm. est descendu à 1620 $ en Mm. 2022. Tout le monde dit, ah, ça y est, c'est fini, l'or, c'est fini. Moi, je dis, non, Mm. non, il faut garder la porte pour Derrière, la oui. soif. Et Mm. derrière, voilà, on est remonté à 2000, 2005, 3000, 3005, Non, 4000, mais 4002. sur un graphique boursier, c'est clairement, c'est clairement pas tenable. Il y a C'est une toujours un fusée, quoi. C'est retour. une fusée. Il y C'est-à-dire a ça. toujours un Donc, retour qui peut être évidemment. assez violent. Donc, Donc, parce que même quand faites tu vois attention. historiquement, Mm. bon, là, je vais pas montrer trop loin, mais même quand tu vois, par exemple, qu'il y a eu Mm. après le choc pétrolier, etc., ça avait Bien monté comme sûr. ça, mais Mm. là, ça va vraiment Mm. extrêmement loin. Donc, Mm. prudence. Mais Oui. moi, je dis, on peut quand même conserver cette porte pour la Oui. soif. On ne sait Mm. jamais. Même si ça baisse un Oui. peu, c'est plus qu'on a acheté à un En- niveau bas. Il faut prendre régulièrement ses bénéfices, mais ça Voilà. montre bien que les marchés peuvent corriger au Ouais. cours des prochains mois. En revanche, pour ceux, alors ça, c'est évidemment, c'est pas un conseil, mais pour ceux qui ne sont pas encore sur l'or, attention toutefois, parce que si vous voulez entrer, ce que je peux comprendre, peut-être ne pas mettre tout sous le capital, Ah non, sous le non, non, surtout capital pas. que vous souhaitez mettre, attendre quand même, mettre une partie et attendre qu'il y ait un repli pour rentrer, parce que il y aura forcément un repli, ça ne peut pas tenir une courbe comme ça. Je vous dis, historiquement, ça ne peut pas tenir comme ça, donc il y aura un retour à un moment donné, c'est sûr. Exactement, Voilà. exactement. Non, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est Mm. vrai que voilà, il faut être prudent, mais c'est sûr que bon, ceux qui Mm. nous ont écoutés, bon, et d'ailleurs dans mes Bah, si vous avez vidéos, écouté, effectivement, il y a 2 ans, ah, on c'est en sûr, mais parlait même déjà. moi, Donc, je regrette pas parce que j'ai dit à hmm. tout le monde, ouais, il faut mettre 15% de son Ouais, portefeuille, tu vois. Donc ouais, parce que bon, il faut être prudent aussi, tu vois. Mais bien c'est sûr. vrai que bon, bah, voilà, tant mieux, mais bon, Hmm. c'est vrai que moi, ça m'inquiète. Pour tout te dire, ce graphique, ça Oui, m'inquiète quand oui, même parce que je me dis, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui se prépare et oui, qu'on ne oui, c'est voit sûr. pas forcément. Hmm. C'est le vieux briscard, hein, de 30 ans de métier Ouais, qui ouais, parle. non, mais je suis d'accord. Alors justement, marché financier, où faut-il aller? Alors ça, c'est la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même assez haut, hein, finalement. On est dans des marchés. Ce qui est intéressant quand on regarde un graphique, c'est qu'on voit l'historique et on voit à quel niveau ça nous donne un repère. Et quand on regarde le Nasdaq, marchés américains sont au plus haut historique. L'or est au plus haut historique. On a l'argent qui est au plus haut historique, donc les métaux précieux. Les indices européens aussi, hein, on a vu l'Eurostock 50, etc. Donc maintenant, où est-ce qu'on peut aller? Parce que justement, c'est la question centrale. Alors maintenant, on va regarder les performances, hein, donc depuis le début de l'année. Donc on voit que, alors c'est les performances au 30 septembre, hein, donc à la fin du troisième trimestre. Donc on voit que l'or est à 40% de hausse, hein, depuis le début de l'année. On a la Chine aussi à 36%, donc le Bitcoin 23, les 7 magnifiques à 18, le Nasdaq à 17. Donc on voit que tout est dans le vert, à part deux classes d'actifs, c'est les private equity à moins 2% et le dollar, on en parlait, qui baisse de 11%. Sinon, tout est dans le vert et sur des fortes proportions de hausse. Les événements à surveiller pour le quatrième trimestre, c'est justement, alors on l'a démarré, les résultats d'entreprise avec les banques américaines qui ont publié, qui ont sorti de très très bons résultats. On a aussi LVMH, hein, hier qui a publié et qui a fait plus 12% en bourse alors que le chiffre d'affaires lui a progressé que de 2%. Mais on a un effet rattrapage, on va dire, sur LVMH. Réunion de la Fed le 29 octobre, ça sera à suivre aussi, puisqu'on va savoir est-ce que la Fed va baisser ses taux. Le marché price, hein, une baisse de taux, hein, une deuxième baisse de taux après celle du mois de septembre. La BCE le 30 octobre, donc le lendemain. Début novembre, ça également, ce qu'on regarde attentivement, ce sont les résultats d'Apple, Amazon, Alphabet, ce sont en fait, les GAFAM. On a aussi mi-novembre le secteur pétrolier. Et au mois de décembre, on basculera sur justement la dernière réunion de la Fed le 10 décembre et la réunion de la BCE le 18 décembre.
Alors ensuite, donc ce qu'on regarde au T4, alors effectivement c'est une année une année incertaine, notamment politique, hein, on le disait au préambule. Les prévisions des bénéfices, hein, prévisions de bénéfices et les marges restent un indicateur essentiel de la santé du marché. Donc on va regarder ça dans les résultats et surtout les marges d'exploitation, c'est essentiel dans un contexte d'incertitude politique. Le problème, c'est qu'on a une absence de politique tarifaire cohérente. On le voit, hein, ça part dans tous les sens avec Trump et un effet incertain, donc justement sur les chaînes d'approvisionnement et les prix, la politique commerciale pourrait déclencher des pressions inflationnistes. Et pour l'instant, on ne le voit pas, hein, puisque l'inflation, alors elle augmente certes un tout petit peu aux États-Unis, mais en Union européenne, elle baisse. Euh, et, Donc, euh, est-ce que je te coupe juste deux oui, minutes. Tu as vu, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais qu'avec le shutdown, on n'a plus de chiffres sur l'économie oui, alors américaine. effectivement, ça c'est vrai. C'est-à-dire, c'est Ouais, assez incroyable. C'est ouais, aussi, tu vois, les marchés. Moi, je me souviens, là, ouais. quand il y avait des shutdowns, par exemple, à l'époque d'Obama ou de Trump, le dernier, c'était celui de Trump, les marchés paniquaient complètement. Alors là, c'est un non-événement. Tu vois, pourtant, Ouais, voilà. euh, Ouais, c'est tu n'as incroyable. plus de chiffres, Non, mais c'est même une bonne nouvelle l'économie puisque en américaine, fait, elle est bloquée. la Fed va baisser ses taux. C'est vu comme une bonne nouvelle Ouais, puisque c'est il y incroyable. a plus de probabilité que Ouais, la Fed baisse ses taux. je suis Donc en fait, d'accord. on marche, enfin, Mais on c'est ce marche, qu'en on fait, marche on sur se la dit, tête. voilà, on se Mm. dit finalement, la Fed, elle va donner voilà, la cocaïne, donc tout le monde est content. Mais Ouais, c'est ça. c'est dangereux, c'est pas un jeu, c'est pas très Non, bien simple, hein, sûr. c'est pas très Et simple. donc, du coup, bah, on n'a pas d'inflation encore, hein. Pour l'instant, on n'a pas d'effet encore de cette politique tarifaire. Donc, ça peut-être ça va venir plus tard. Alors, on a une divergence des politiques monétaires, puisque d'un côté, on a la Fed qui entame son cycle de baisse de taux, mais de l'autre côté, la BCE, la Banque d'Angleterre, qui la termine. Voilà. Donc ça aussi, c'est à surveiller. Effectivement, le développement, l'intelligence artificielle. Alors, on a encore eu des annonces avec Oracle ou AMD qui s'associent, qui passent des partenariats avec OpenAI, hein, maison mère de ChatGPT. On voit des performances, on a AMD qui a pris 23% en une seule séance et Aura qui a pris 36% en une séance. Donc on voit qu'il y a quand même une exubérance aussi sur ces annonces. Donc ça aussi, attention au retour de bâton dans les prochains mois. Et les crypto-monnaies qui restent toujours porteuses pardon, avec des éclaircissements réglementaires. On l'a vu, Donald Trump qui a annoncé eh bien, plusieurs actes, hein, le Genius Act, etc. Donc ça reste plutôt positif pour les crypto-monnaies. Alors, le résultat d'un sondage, alors là, je vais y passer vite, mais on a fait un sondage auprès de 887 personnes pour nous dire quelles sont les best classes d'actifs, donc toujours les actions, hein, donc, on est à 55% pour les actions, crypto à 31%. On voit que le reste, bah, c'est vraiment faible. Les secteurs, la tech, hein, toujours la tech. La zone géographique, les US à 60%. Donc on voit que les US, hein, donc on était à 41% en juin, on passe à 60% en septembre. Donc on voit que malgré tout, malgré le fait qu'on est encore au plus haut historique, bah, les investisseurs veulent aller encore sur les US et la tech avec justement en privilégiant le secteur tech. Les perspectives donc pour le marché US, donc justement c'est intéressant. Moi je voulais parler du Russell 2000 parce que le Russell 2000 c'est l'indice des petites et moyennes capitalisations. Et cet indice est revenu au plus haut historique, mais il a mis 4 ans pour revenir au plus haut, alors que sur les autres indices, on est quasiment tous les jours, on fait des nouveaux plus hauts. Eh bien, la baisse des taux, effectivement, renforce les résultats des petites et moyennes capitalisations. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, les estimations tablent sur une croissance des bénéfices de 23% pour les 12 prochains mois contre 8,5% pour le S&P. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là, un effet rattrapage, entre guillemets, des petites et moyennes entreprises sur les grosses capitalisations. Euh, En revanche, les risques, effectivement, c'est effectivement si la cycle de baisse de taux est décalé et s'il y a un ralentissement économique, ça pourrait nuire effectivement aux petites capitalisations. Et pour terminer, je voulais parler des marchés émergents, puisque les marchés émergents restent, ça peut être un moteur, puisqu'on on a aussi effectivement comment dire, une certaine, un effet rattrapage, une certaine sous-performance par rapport aux marchés américains. Et on l'avait aujourd'hui, par exemple, TSMC taïwanais, c'est TMCC, qui sont des fondeurs hein, pour les puces d'intelligence artificielle, eh bien, a explosé les compteurs en termes de résultats. Et donc, il faut aller regarder du côté des emerging markets. On a un ETF, notamment un emerging market, qui serait intéressant avec une révision des bénéfices qui pourrait arriver pour la première fois depuis très longtemps.
Voilà. Bah, merci à vous. Alors maintenant, pour terminer, bah là, on est pile poil en plus 20 Dans heures. les temps, ouais, on On respecte est les dans temps. les Comme temps, ça. donc on va prendre quelques questions pour terminer. Et voilà. Alors maintenant, nous dit à quelle date S&P et Moody's se prononcent sur la note de la France? Alors, c'est le 24 octobre, donc c'est la semaine prochaine oui, là, pour Moody's. Hmm, C'est vers le 15 novembre ou le 21 novembre pour Sunrise. d'accord. Donc, il y a un petit mois d'écart. Mais attention quand même, parce que si on voit que ça dérape, on pourrait avoir une dégradation hors réunion particulière. Tu vois, donc bon, il faut là aussi se prémunir et Hmm, se préparer. On va voir le débat parlementaire. Donc, à mon avis, voilà, là, je fais pas mal d'émissions, là, justement. Là, je suis à l'étranger, mais je suis rentré hier. Donc, depuis hier, j'arrête pas, je fais pas mal d'émissions. Et je vois les débats, je vois les politiques des différents côtés, comment ils parlent. Ça m'inquiète parce que c'est de la magouille politicienne. On va s'arranger sur ça, on va mettre des impôts là. Ouais. hmm. C'est pas bon signe, tu vois. Donc, c'est vrai que les investisseurs se rendent pas trop compte, mais ça m'inquiète. Je suis quand même assez inquiet et je suis très triste aussi parce que c'est triste de voir notre pays. On a un pays formidable, voir comment comme ça il part à volo et que rien n'est fait finalement. Et bon, on va être encore la risée du monde sur le budget. Hein. Alors, d'ailleurs, mardi prochain, il y aura les chiffres de la dette publique et du déficit public de toute la zone euro, de toute l'Union européenne. Et bon, bah, j'en parlerai certainement dans le podcast la semaine prochaine pour voir que la France, malheureusement, est toujours le pays où elle a le plus de déficit et de dette, enfin, où la dette publique augmente le plus, du moins. C'est quand même très triste, c'est quand même très dangereux. Donc, moi, la France, tu veux, qui était un pays, enfin, qui est toujours un pays formidable, bien entendu, mais on était quand même leader, tu vois. Là, on est maintenant, Hmm, on est les parents pauvres, quoi. C'est-à-dire, on est les ouais, bien sûr. lanternes rouges, tu vois. On est, bon, c'est Alors, triste, c'est triste. une question qui est assez intéressante, elle dit, est-ce que c'est pas bizarre, c'est une constatation finalement, que la BCE termine son cycle de baisse des taux avant les États-Unis, alors que d'habitude l'Europe c'est toujours après les États-Unis dans beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça c'est Disons qu'il y a eu assez plusieurs raisons. vrai. C'est que d'abord, Hmm, aux États-Unis, donc il y a eu quand même plus de croissance et d'inflation que chez nous. Donc c'est pas, eux, ils ont dû, au moment où nous, la croissance était en train de s'effondrer et donc que l'inflation baissait un petit peu, aux États-Unis, c'était toujours bon. Donc nous, on pouvait baisser les taux, alors que les Américains, vraiment, ça allait bien. Donc tu vois, la Réserve fédérale n'avait pas intérêt à baisser trop fortement les taux d'intérêt. Donc c'est ça, en fait, c'est le décalage, il est là. C'est que nous, en fait, on a ralenti beaucoup plus vite que les États-Unis. Et donc, ouais, la BCE a réagi en conséquence. Et donc, les Américains, aujourd'hui, ils ont attendu. Je pense qu'ils ont bien fait d'attendre. Maintenant, il ne faut pas non plus rêver. Ils ne vont pas baisser très fortement les taux d'intérêt. Donc, ça va aussi calmer le jeu. Alors, bien sûr, s'il y a une tempête boursière, bon, ils pourront baisser les taux d'intérêt. Mais justement, ils ont gardé une marge de manœuvre. C'est ça qui est différent. C'est que nous, avec la zone euro, si demain il y a un vrai clash au niveau européen, voire mondial, la BCE n'a plus hmm, tellement de marge de manœuvre. Tu vois, alors que les ouais, Américains, ouais, ils peuvent baisser encore fortement les taux d'intérêt pour relancer la machine en cas de coup dur. Tu vois. Donc ouais, on a pris des risques énormes parce qu'on a baissé les taux d'intérêt dans le vide. Parce que tu as bien vu, on a baissé les taux d'intérêt, la croissance est restée très faible, l'inflation est restée aussi relativement élevée. Donc ça n'a pas marché la baisse des taux d'intérêt chez nous. Alors hmm. qu'effectivement, aux États-Unis, ça a quand même mieux fonctionné. Bon alors Et j'ai une donc question sur la fiscalité. Pardon. Ouais, d'où non. le décalage et l'anormalité de l'euro-dollar. Parce Ouais, que ouais. normalement, le dollar n'aurait Est-ce pas que dû ça, baisser autant. je ne sais pas si tu veux y répondre, mais Oui. est-ce qu'il y a des taxes prévues sur l'immobilier en France, de nouvelles taxes? Ah ben, bien sûr, ben déjà, il y en a une qui augmente tout le temps, c'est la taxe foncière. Hein. Donc, Voilà, oui, ça, oui, ça, clairement. ça augmente en permanence. On a vu à Paris, j'ai vu les Ouais. chiffres sur Paris, 80% de hausse. C'est un truc de fou. C'est quelque Hmm. chose, c'est incroyable. C'est ce que je veux dire. Donc, non, non, les communes françaises, etc., les collectivités locales ont complètement dérapé sur les taxes foncières. C'est inadmissible. Et donc, oui, oui, bon, alors j'espère que ça n'arrivera pas. Mais moi, je peux te dire, là, j'ai vu pas mal de politiques là, ces derniers jours à cause Hmm. de tous ces débats, Ouais. mais ils nous préparent des hausses d'impôts partout. Hmm. Partout. Tu vois, même aujourd'hui ou ce matin, la, la, euh, la présidente du Parlement français, hein, donc de l'Assemblée nationale, qui n'a pas son mot à dire, nous dit oui, il faut augmenter les droits de succession, l'impôt sur les successions. Ah C'est pas ouais, d'accord. normal. Hmm. Attends, mais il y en a déjà de la droit Hmm. sur les successions. On Ouais. nous a monté jusqu'à 45%, à Ouais. partir d'un certain, à partir de 1,8 million d'euros. Donc, Hmm. bon, mais c'est incroyable. Comme on dit, il faut encore augmenter les impôts sur les entreprises. Mais les entreprises, elles payent des impôts. Tu vois, Hmm. on a un débat affligeant. On a l'impression qu'on ne paye pas d'impôts en France. Mais oui, nous sommes le numéro un du monde des impôts. Donc, il faut arrêter
arrêtez de dire n'importe quoi, quoi. C'est affolant. Donc, oui, oui, malheureusement, et pour ça, je suis toujours inquiet sur l'immobilier. Il y a eu un petit apaisement au premier trimestre. On a vu qu'au deuxième trimestre, les prix sont repartis à la baisse. Ouais. Et je pense que ça va revenir également à la baisse dans les prochains mois, parce que entre les taux d'intérêt qui vont rester élevés, la fiscalité qui va s'aggraver, bon, et puis après, tu vois, qui sont en train d'enlever également les aides qu'il y avait sur la construction, les énergies solaires, etc. Donc, Mm. attention sur le secteur de la construction, Euh, ça va faire mal. alors, on va prendre une dernière question Allez. sur l'euro encore. Pensez-vous que l'euro puisse remonter face au dollar et que faire si on détient pas mal de dollars déjà? Non, moi je pense que le dollar, il va se réapprécier, hein. Je pense que là, on va Mm. avoir effectivement, tout va dépendre de l'activité économique. Si effectivement, donc, avec la crise qu'on a en France, ça dérape, je pense que l'euro, il ira à la cave, hein. Donc l'euro, il peut tomber à 1,05 $ comme il était il y a Mm. quelques mois. Mm. Après, Trump, je pense il va se calmer. Il s'est calmé là. Bon, alors vrai, on n'est pas dans la tête de Trump, donc c'est vrai qu'il a des fois des sautes d'humeur, mais c'est sûr qu'il ne peut pas se permettre d'avoir un dollar trop faible. Donc, et Mm. ça, je pense qu'il a compris. Il n'avait pas compris au départ, il pensait que ça suffisait de voir un dollar faible pour relancer la croissance, mais il a compris qu'en fait, ça pouvait être très dangereux, qu'il y avait un effet boomerang assez dangereux. Donc, je pense qu'il va se calmer. Donc, moi, je maintiens le fait que l'euro peut Mm. retomber vers 1,05 $ pour un euro dans les prochains mois. Bon, mais parfait, ça sera le mot de la fin. Alors, justement, j'ai un Voilà. petit commentaire qui est assez sympa qui nous dit: Monsieur Toiti, pourquoi vous n'êtes pas ministre de l'économie Ah, pour la fin? bah, j'ai Voilà. souvent la remarque ou la question, ou en Mm. tout cas beaucoup de soutien de ce point de vue, et je vous en Mm. remercie bien entendu. Moi, ça serait avec plaisir, mais le problème, c'est que vu la situation du Parlement aujourd'hui, enfin de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité. Puis Ouais. vu que les dirigeants français, ils n'ont pas du tout envie de me laisser faire ce qu'il faut faire. Parce que je veux dire. Non, c'est Donc c'est sûr ça le que grave. c'est Moi, pas je la veux bien être tendance, ça. ministre, mais il faut qu'on me laisse faire ce qu'il faut faire. Sinon, ça sert à rien. Mm. C'est juste pour avoir une carte de Oui, bien visite. sûr. Ça sert à rien, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que malheureusement, beaucoup de personnes ou d'hommes politiques ne pensent pas comme moi. Eux, ce qui compte, c'est la carte de visite. Bah non, encore une fois, si on prend un tel poste, c'est pour sauver la France, c'est pas pour se faire plaisir. Vous voyez, donc, Ouais, bien sûr. mais c'est sûr que, bon, allez, pour terminer, je vais être vraiment franco, hein. Moi, je Mm. pense qu'on a vraiment une année pour s'en sortir, hein. C'est-à-dire, si dans un an, rien ne s'est passé, ça va être très, très compliqué. Ça va être très Mais compliqué à le redresser problème, la c'est barre. on va arriver à rien se passer, puisqu'on n'a pas de majorité, il n'y aura aucune réforme, il n'y aura rien Alors, qui se ça, c'est une passera. dissolution. On va voir, on va voir. Ça Ah va être. oui, Ah oui, oui, on va voir. ouais, Ouais, mais bon. exactement. Donc, il faut qu'il se passe C'est- quelque chose. Il faut qu'il y ait Mm. un éclaircissement Mm. pour qu'on puisse réagir, quoi. Donc, si d'ici un an, ça continue comme ça, on augmente les impôts, etc. Moi, je le reçois tous les jours, des Mais, messages incroyables, si tu mais veux, je qui vois. me choquent. Des messages de chefs d'entreprise, mais tu vois, des chefs d'entreprise, Mm. pas des patrons du CAC 40. Bon, ça, je les vois de temps en temps, mais vraiment Mm. des messages de chefs d'entreprise, des PME, des belles PME ou des PME un peu plus petites, etc., qui me disent, mais moi, je ferme ma boîte. Mm. Et Ouais, je sais pas, c'est grave, c'est gravissime, ouais. c'est gravissime. Mais c'est vrai Tu vois, je veux dire, que. mais c'est pas que la boîte va mal. Non, c'est qu'il Mm. va plus. Mm. Tu vois, c'est très dangereux parce que c'est ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Tu vois, parce qu'en fait, on dit toujours en France, bah, la France, ça marche parce qu'on peut ponctionner les impôts et ça marche. Oui, mais sauf qu'à partir du moment où les entreprises n'en peuvent plus, ou les particuliers n'en peuvent plus, bah, il y a un problème de consentement à l'impôt et ils préfèrent fermer leur boîte que de payer des impôts. C'est incroyable, tu vois. Ouais. Donc attention. Attention, Ouais. on joue un jeu extrêmement dangereux. Et moi, je suis prêt, hein. J'ai un programme, comme vous le savez, depuis des années qui s'appelle la thérapie de choc bienveillante. Donc, Mm. moi, je suis prêt, mais il faut qu'on me laisse faire. Et pour l'instant, l'establishment, il ne veut pas me laisser faire. C'est même Mm. l'inverse. Il me met des bâtons dans les roues, comme vous Ouais, le voilà, savez. c'est ça. Je ne vais pas, je vais pas, je vais pas C'est ça la épiloguer. différence. Mais c'est vrai que, bon, c'est triste parce que, voilà, moi, j'ai jamais rien fait de mal de ma vie. Moi, le but, Mm. c'est évidemment de faire du bien à mon pays. J'ai envie de Ouais. sauver la France parce que c'est un beau pays. Et quand je vois voilà, tous ces dirigeants qui sont contents d'avoir le chaos actuel, je me Ouais. dis c'est triste. C'est triste. Mais bon, faut Bon, garder écoute, l'espoir. Faut garder l'espoir, ce sera le mot de la fin. gardez l'espoir quand même J'espère parce pouvoir sauver la que voilà. France. En tout Voilà. cas, il faut garder l'espoir parce que bon, il y a toujours une lumière à la fin d'un tunnel. Bon, bref, on va terminer là-dessus. Merci à tous de nous avoir. Merci à tous et Euh, bonne continuation, voilà, on va bons continuer de toute façon. investissements. On restera avec vous pour vous aider. Merci. Merci à toi, Marc, pour effectivement tes éclairages, Merci à ton toi, Antoine analyse. également. Bravo à toi. Et on vous dit donc bon, bah, à très bientôt À pour de bientôt et à la nouveaux semaine prochaine podcasts pour le et la podcast. semaine Voilà. prochaine pour le podcast. Merci. Bye.